La petite fille pauvre mendiait dans la rue lorsqu'elle entendit des cris étouffés provenant du coffre d'une voiture de luxe garée au coin de l'avenue des Champs-Élysées. Ce qu'elle découvrit, en réussissant à l'ouvrir, allait bouleverser tout Paris. Profitons de cette histoire. Ce mardi après-midi, la chaleur estivale écrasait le centre de Paris. Emma Martin, 7 ans, était assise à l'angle de l'avenue des Champs-Élysées et de la rue de Berry. Devant elle, un petit panneau de carton, appuyé contre un chariot rouillé, contenait tout ce qu'elle possédait. On pouvait y lire, en lettres tremblantes, « J'ai faim, tout aide. Que Dieu vous bénisse. » Cela faisait 3 mois qu'Emma vivait dans la rue depuis que sa mère avait disparu après la perte de leur appartement. Elle avait vite appris quel coin était sûr quel commerçant la chassait et quel passant déposait parfois une pièce ou deux dans son gobelet froissé. Mais rien ne pouvait la préparer à ce qui allait suivre. « S'il vous plaît, madame, juste quelques centimes », lança-t-elle à une femme en tailleur Chanel qui passa sans la regarder. Emma soupira le ventre creux. Elle n'avait rien mangé depuis la veille au matin quand un vieil homme bienveillant lui avait donné la moitié de son sandwich. C'est alors qu'elle l'entendit un bruit si faible qu'elle faillit le confondre avec le vacarme des voitures, des pleurs étouffés, une voix d'enfant désespérée et terrifiée. Emma se redressa d'un bond. Le son venait de tout près. Pieds nus sur le trottoir brûlant, elle suivit le bruit jusqu'à une Mercedes noire aux vitres teintées garée sous un panneau « Stationnement interdit ». Les pleurs provenaient du coffre. « Allô » appela Emma en collant son oreille contre le métal brûlant. « Aidez-moi, s'il vous plaît, je n'arrive plus à respirer. » La voix était petite, affolée. « Un petit garçon », pensa Emma le cœur battant. Elle regarda autour d'elle, la rue grouillait de monde, mais chacun restait plongé dans son téléphone, sa conversation, son univers. Elle tira sur la poignée du coffre verrouillé. Courut jusqu'à la portière verrouillée aussi. « Tiens bon, je vais chercher de l'aide !» cria-t-elle. Elle s'élança sur la chaussée, agitant les bras devant les voitures. « Arrêtez-vous! Je vous en supplie! » Il y a un enfant enfermé. Un taxi G7 l'évita de justesse. Le chauffeur lui cria quelque chose qu'elle n'entendit pas. Un cadre pressé la saisit par le bras et la ramena sur le trottoir. « Mais enfin, gamine, tu veux mourir. Il y a un garçon dans le coffre de cette voiture. »« Il est coincé !» cria Emma en désignant la Mercedes. L'expression de l'homme passa de l'agacement à la panique. Il sortit aussitôt son téléphone et composa le 17, tandis qu'Emma retournait parler au garçon à travers la tôle. « Comment tu t'appelles? »« Thomas. Thomas Harrell. S'il te plaît, fais-moi sortir. Il fait si chaud et je n'y vois rien. » Sa voix se brisa en sanglots. « Thomas, moi, c'est Emma. La police arrive. Tout ira bien d'accord. Peux-tu me dire ce qui s'est passé? » Avant qu'il ne réponde, un homme en costume 3 pièces accourut le long du trottoir, le visage livide. Grand, les tempes grisonnantes, les yeux fous de peur. « Que se passe-t-il? C'est ma voiture. » Guillaume Harrell fouilla fébrilement ses poches. Ses mains tremblaient tant qu'il en fit tomber ses clés. « Votre fils est dans le coffre !» hurla Emma. « Vite !» Le visage de Guillaume devint blanc. « Quoi? C'est impossible, Thomas est à l'école. » Il appuya sur la télécommande, le coffre s'ouvrit. À l'intérieur recroquevillé, dans un espace à peine assez grand pour lui, se trouvait le petit Thomas Harrell, 6 ans, son visage rouge, éstrié de larmes, ses vêtements trempés de sueur. Il se jeta hors du coffre haletant et se précipita dans les bras de son père. « Papa, j'ai eu si peur. »« Thomas. »« Mon Dieu, Thomas. » Guillaume le serra contre lui, les larmes aux yeux. « Comment quand? » Au loin, les gyrophares bleus se rapprochaient. Emma recula soulagée, mais troublée.
Comment un enfant pouvait-il se retrouver enfermé dans le coffre de la voiture de son propre père en plein cœur de Paris? 2 voitures de police arrivèrent en trombe. Des agents jaillirent, main sur leurs armes. « Qu'est-ce qu'il se passe ici ?» demanda la commandante, une femme aux yeux perçants. Le cadre leva la main. Cette petite a entendu un enfant crier dans le coffre. L'homme dit que c'est son fils et sa voiture. L'officière s'approcha. « Monsieur, je suis l'inspectrice Rodriguez, brigade criminelle. Pouvez-vous expliquer comment votre fils de 6 ans s'est retrouvé dans votre coffre? » Guillaume leva les yeux encore, sous le choc gardant Thomas contre lui. « Je n'en sais rien. J'étais en réunion toute la matinée. J'ai garé ici vers 9 heures. Thomas devrait être à l'école Saint-Michel en ce moment. Je ne comprends pas. » Le regard de l'inspectrice se durcit. « Monsieur Harrell, vous allez devoir nous suivre au commissariat pour un interrogatoire. Appelez la protection de l'enfance et qu'un médecin examine l'enfant. »« Non, je n'ai rien fait. Jamais je ne ferai de mal à mon fils » s'écria Guillaume. Emma observa, tandis que les policiers arrivaient en renfort, que les urgentistes emmenaient Tom et que Guillaume Harrell, cet homme dont elle avait vu le visage sur d'immenses affiches vantant son empire immobilier, était conduit vers une voiture de police menottée. Leurs regards se croisèrent une seconde. Emma y eut une peur sincère, un désarroi total. Quand l'ambulance s'éloigna avec Thomas et que la voiture de police disparut au coin de la rue Emma, resta seule sur le trottoir. La foule se dispersait déjà, l'émotion retombait. Mais au fond d'elle, quelque chose clochait terriblement. La réaction de Guillaume Harrell n'était pas celle d'un homme coupable, c'était celle d'un homme piégé. Et quelque part dans la ville, quelqu'un observait sans doute la scène, satisfait de la perfection de son plan. Quelqu'un qui voulait détruire Guillaume Harrell et qui avait utilisé un enfant innocent comme arme. Emma ramassa son panneau de carton et son gobelet contenant 3 billets froissés, l'esprit en ébullition. Elle venait de sauver la vie d'un petit garçon. Mais lorsque les ombres du soir commencèrent à s'étirer le long de l'avenue des Champs-Élysées, Emma comprit autre chose. Ce n'était que le début d'une histoire bien plus sombre. Une histoire qui allait lier d'une manière étrange une fillette sans abri de 7 ans et un milliardaire dans la même toile tordue de vengeance et de rédemption. L'inspecteur Marc Frémont était assis en face de Guillaume Harrell, dans la salle d'interrogatoire. Le costume hors de prix du magnate de l'immobilier était froissé ses yeux rougis par des heures sans sommeil. « Vous êtes en train de me dire que vous ignoriez que votre fils se trouvait dans votre coffre ?» demanda Frémont. « J'ai déposé Thomas à l'école Saint-Michel à 7h30, répondit Guillaume d'une voix désespérée. Ensuite, je suis allé directement à mon bureau. Réunion toute la matinée. Je suis parti vers 11h pour déjeuner. J'ai marché jusqu'à la boulangerie café. Je n'ai pas touché à ma voiture. Ma clé électronique était restée à mon bureau. N'importe qui, ayant accès, aurait pu la prendre. Ses mains tremblaient. Mon assistante Rachel, mon associé, Mark Chen, le personnel de sécurité. Mais pourquoi aurait-il enlevé Thomas? De l'autre côté de la ville. Emma observait les nouvelles à travers la vitrine d'un magasin. Le visage de Guillaume remplissait l'écran. Magnate de l'immobilier, arrêté son fils retrouvé, enfermé dans son coffre. Elle appuya ses petites mains contre la vitre. « Il n'a rien fait », murmura-t-elle. « Je l'ai vu. C'était de la peur, pas de la culpabilité. » Au commissariat, Thomas était assis avec la docteure Sarah Mitchell, serrant un ours en peluche. J'étais à l'école pendant la lecture. Madame Patterson a dit qu'une dame venait me chercher, mais je ne l'ai pas vue. Tout est devenu noir, et quand je me suis réveillé, j'étais dans le coffre. Pourquoi papa me ferait-il du mal? L'inspectrice Rodriguez, derrière la vitre, sentit ses instincts hurler que quelque chose clochait. Il fallait retrouver cette mystérieuse femme. Alors que le coucher du soleil teintait Paris d'orange et de violet,
Emma retourna à l'endroit où la voiture de Guillaume avait été garée. Le ruban de police avait disparu. La foule aussi. Elle fouilla le trottoir, cherchant ce que les enquêteurs auraient pu manquer. Puis elle vit un éclat coincé dans une grille d'égout. Elle se pencha son bras frêle, se glissant à peine dans l'ouverture, et saisit un rectangle de plastique. À la lumière déclinante, elle distingua un badge portant la photo d'une femme brune, Jennifer Walsh, professeure remplaçante à l'école Saint-Michel. Mais les bords étaient trop nets, le papier trop ordinaire plastifié à la maison. C'était un faux. Quelqu'un s'était fait passer pour une enseignante afin d'enlever Thomas. Le cœur d'Emma s'emballa. Elle venait de trouver une preuve. Mais qui croirait une fillette sans abri? Une berline noire s'arrêta près du trottoir. La vitre se baissa, révélant une femme aux cheveux argentés et au regard perçant. « Tu es la petite qui a retrouvé Thomas Harrell, n'est-ce pas? » Emma recula. « Qui êtes-vous, Marguerite Prieur, avocate de Guillaume Harrell? » « Monte, il faut qu'on parle. » Emma jeta un regard au badge, puis à la rue qui s'assombrissait, là où elle aurait passé une nouvelle nuit glaciale. Elle fit son choix et monta dans la voiture. Le cabinet Prieur Aîné Associé, situé au sommet d'une tour de la Défense, avec vue sur la Seine, respirait le luxe. Emma, en vêtements sales, s'assit sur un canapé de cuir intimidée. « D'abord mange, dit Marguerite, en lui tendant un sac de repas à emporter. Ensuite, on parlera. » Emma dévora la baguette jambon-fromage, tandis que l'avocate passait des appels. Puis Marguerite se tourna vers elle. « Raconte-moi tout ce que tu as vu aujourd'hui, chaque détail. » Emma décrivit les cris de Thomas, la panique sincère de Guillaume, puis lui montra le badge. « Je l'ai trouvé, après le départ de la police. C'est un faux. » Marguerite examina l'objet à la loupe. « Tu as raison, la plastification est médiocre. La police de caractère incorrect et aucune Jennifer Walsh n'existe dans les registres de l'école Saint-Michel. » Elle leva les yeux impressionnée. « Tu as 7 ans et tu viens de trouver une preuve qui pourrait innocenter mon client. » Autre chose, Emma réfléchit. La voiture était garée dans la rue, pas dans un garage. Il y avait aussi un procès-verbal de stationnement sur le pare-brise. À quelle heure a-t-il été dressé? Je ne sais pas. La police l'a emporté. Marguerite saisit aussitôt son téléphone. Il me faut une réquisition pour ce PV. S'il a été établi avant la pause déjeuner de Guillaume, quelqu'un d'autre a conduit sa voiture. À l'autre bout de la ville, dans un appartement cossu du 16e arrondissement, une femme versa du vin en souriant devant le journal télévisé annonçant l'arrestation de Guillaume Harrell. « Savoure ta chute, Guillaume. Tu as détruit ma vie. Maintenant, je détruis la tienne. » Elle ouvrit un dossier épais, 5 années de plan d'horaire de faille, tout consigné méthodiquement. Son téléphone vibra. Phase 1 terminée. Paiement reçu. Prêt pour la phase 2, elle tapa. Pas encore. Qu'il perde d'abord toute réputation, affaire liberté. Ensuite, on achèvera le travail. Au commissariat, l'inspecteur Frémont dressait une chronologie. Thomas a été enregistré à l'école à 7h30. Guillaume l'a bien déposé, les caméras le confirment. À 10h15, une femme ressemblant à cette Jennifer Walsh est venue le chercher, prétendant être l'assistante de son père. Mais la vraie assistante, Rachel Monroe, était au bureau toute la matinée. « Exactement, » ajouta l'inspectrice Rodriguez. Et à 11h05, la voiture de Guillaume apparaît sur les caméras garées sur les Champs-Élysées, mais impossible de voir qui conduit. Pendant ce temps, Guillaume quitte son immeuble à 11h10 pour aller à la boulangerie. Il est filmé là-bas de 11h15 à 11h35. Donc, quelqu'un d'autre conduisait. Quelqu'un ayant accès à ses clés, conclut Rodriguez. Il faut vérifier tous ses employés. Cette nuit-là, Emma s'endormit dans un lit d'hôtel, le premier vrai lit depuis des mois,
repensant aux larmes de Thomas et au regard désespéré de Guillaume. Tout avait été orchestré à la perfection. Mais pourquoi demain aurait lieu l'audience de mise en examen? Emma y présenterait le faux badge et dirait la vérité. Resterait à savoir si quelqu'un croirait une fillette des rues. Mais elle avait appris une chose, parfois les gens que la société ignore voient tout. Le lendemain, le palais de justice de Paris était en ébullition. Des fourgons de presse encombraient le boulevard, des journalistes tendaient leurs micros. Des manifestants brandissaient des pancartes pour ou contre Guillaume Harel. Emma, vêtue de vêtements neufs, jean, t-shirt, chaussures, bien réels, se tenait près de la voiture de Marguerite, levant les yeux vers l'imposant bâtiment. « Ne réponds à aucune question. Reste près de moi », ordonna Marguerite Prieur. À l'intérieur du palais de justice de Paris, la salle d'audience était bondée. Emma n'avait jamais rien vu de pareil. Guillaume Harel était assis à la table de la défense, l'air épuisé, les yeux creux. La juge d'instruction Catherine Moreau entra. Il s'agit d'une audience de mise en examen pour Guillaume Harel, accusé de mise en danger d'un enfant d'enlèvement et de conduite imprudente. Quelle est votre plaidoirie non coupable, Madame la juge? Jamais je ne ferai de mal à mon fils. Le procureur de la République, David Chen, se leva. Madame la juge, les preuves sont accablantes, sa voiture. Ses clés, son fils. Monsieur Harel représente un risque de fuite, possédant avion privé et biens à l'étranger. Nous demandons sa détention provisoire, sans possibilité de libération. Marguerite intervint aussitôt. Madame la juge, mon client est la victime. De nouveaux éléments prouvent qu'il a été piégé. J'aimerais appeler à la barre Emma Martin. Emma s'avança sur des jambes tremblantes. « C'est vous qui avez découvert Thomas Harel dans le coffre, n'est-ce pas? » demanda la juge. « Oui, madame. Et vous avez trouvé autre chose. » Emma sortit le faux badge. « Ceci. Je l'ai trouvé dans la grille d'évacuation, là où la voiture était garée. C'est un faux. Quelqu'un s'en est servi pour se faire passer pour une enseignante et emmener Thomas hors de l'école. » Marguerite tendit le badge à la juge. Aucune Jennifer Walsh n'existe dans les registres de l'école Saint-Michel. C'est un badge contrefait. De plus, le procès-verbal de stationnement établi pour le véhicule de M. Harel est daté de 10h45, alors que mon client se trouvait vérifiablement dans son bureau à 5 km de là. Quelqu'un d'autre a conduit la voiture. Objection, lança Chen. Aucune chaîne de possession, rien ne prouve l'origine de cette pièce. L'inspecteur Frémont peut confirmer que les images de surveillance de l'école montrent une femme portant ce même badge, répliqua Marguerite. Madame la juge, quelqu'un organise méthodiquement un complot contre mon client. La juge examina le badge puis regarda Emma. Où exactement avez-vous trouvé cela? Emma décrivit l'endroit et l'heure avec précision. La caution est fixée à 2 millions d'euros, annonça la juge. Monsieur Harel remettra son passeport et sera assigné à résidence sous surveillance électronique. L'audience est levée. Le marteau s'abattit. Guillaume leva les yeux vers Emma et murmura un « merci » silencieux. À l'extérieur, la presse se déchaîna. Des flashs crépitaient, des journalistes criaient des questions. Emma tenta de suivre la voiture de Marguerite, mais une main se referma sur son bras. Une femme élégante, lunettes de soleil et tailleur Chanel. Emma Martin. Je suis Victoire Harel, la mère de Thomas, et l'ex-femme de Guillaume. Il faut parler de ce que tu crois avoir vu. Emma se dégagea. Je n'ai rien cru voir. J'ai trouvé Thomas, et la preuve que votre ex-mari a été piégé. Le sourire de Victoire se fit glacial. Tu es gentille, mais tu ne sais pas qui était vraiment Guillaume. C'est un monstre qui détruit tout ce qu'il touche. Quel que soit le jeu auquel tu joues en l'aidant, arrête. Tu t'aventures dans un terrain mortel, petite fille. Marguerite arriva aussitôt. Madame Harel, menacez-vous mon témoin? Je la préviens, répondit Victoire calmement. Guillaume a des ennemis partout,
des gens prêts à utiliser une enfant sans abri comme pion. Elle se pencha vers Emma. « Sois prudente quant au camp que tu choisis. Le mauvais choix peut te coûter la vie. » Puis elle s'éloigna, laissant le cœur d'Emma battre à tout rompre. « Ne la laisse pas t'effrayer, » dit Marguerite. Victoire et Guillaume ont divorcé dans la rancune il y a 3 ans. Elle utilise tout cela pour la garde de Thomas. Mais les mots de Victoire tournaient dans la tête d'Emma Guillaume à des ennemis partout. Un magnat de l'immobilier avait sûrement piétiné bien des gens pour atteindre le sommet. La question était lequel le haïssait assez pour enlever un enfant. Alors qu'elle montait dans la voiture, Emma ne remarqua pas la silhouette qui les observait de l'autre côté de la rue. Une femme coiffée d'une casquette, la mâchoire crispée de rage, en voyant Guillaume regagner la liberté. « Pas pour longtemps, » murmura-t-elle. « Pas pour longtemps. » L'appartement de Guillaume surplombait la Seine du haut du 60e étage d'une tour de verre. Malgré le luxe, il paraissait froid et vide. « Thomas reste temporairement chez sa mère, » dit Guillaume d'une voix brisée. Les services de protection de l'enfance ont jugé que c'était mieux. Je n'ai pas vu mon fils depuis 2 jours. Il croit sûrement que j'ai voulu lui faire du mal. Emma, près de la fenêtre, regardait Paris s'illuminer. Monsieur Harel, qui vous déteste assez pour faire cela? Guillaume eut un rire amer. Choisissez un nom. Concurrent ancien, associé locataire, expulsé. Dans l'immobilier, on ne se fait pas des amis, seulement des affaires. Marguerite entra téléphone à la main. J'ai engagé un enquêteur pour passer en revue tous vos contrats. Nous cherchons quelqu'un qui ait à la fois le mobile et les moyens. Emma réfléchit la précision du plan, le faux badge, le timing. Ce n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui connaît votre emploi du temps par cœur. Quelqu'un de proche. Les 2 adultes se tournèrent vers elle. Marguerite hocha lentement la tête. Elle a raison. Quelqu'un ayant accès à votre agenda, à vos clés. Guillaume, qui cela pourrait-il être? Le visage de Guillaume pâlit. Mon assistante Rachel, mon associé Marc Chen, Il s'interrompit. Mon Dieu, Catherine. Catherine, qui demanda Marguerite. Catherine Moreau, ma directrice des opérations. 6 ans à mes côtés. Elle a accès à tout mon bureau, mes clés, mes rendez-vous. Guillaume se leva, faisant les 100 pas. Mais c'est comme de la famille. Elle était là à la naissance de Thomas. Où est-elle maintenant? Demanda Emma. Guillaume composa un numéro. Boîte vocale. C'est étrange, elle décroche toujours d'habitude. Marguerite tapait déjà sur son ordinateur. Catherine Moreau, 37 ans, diplômée de HEC Paris. Elle s'arrêta. Guillaume, saviez-vous qu'elle était mariée? Elle m'a parlé d'un divorce il y a des années. Pourquoi Marguerite tourna l'écran, une vieille photo montrait Catherine au restaurant avec un homme. Dîner d'anniversaire avec mon mari merveilleux. Le visage de Guillaume se vida de son sang. Non, impossible. Qui est cet homme? Daniel Moreau, répondit Marguerite. Mon ancien associé. Nous avons fondé Harel Immobilier ensemble il y a 12 ans. Il y a 8 ans, nous nous sommes débrouillés. Je l'ai racheté. Il a menacé de me poursuivre pour fraude, m'accusant de vol de clients. L'affaire a été classée, mais il est parti en jurant qu'il se vengerait. Et vous n'avez jamais fait le lien entre son nom et celui de Catherine, fit remarquer Marguerite sèchement. Moreau est un nom courant, et elle s'était présentée sous son nom de jeune fille Turner quand je l'ai embauchée. Guillaume s'effondra sur le canapé. Vous voulez dire que Catherine a travaillé pour moi pendant 6 ans, uniquement pour se venger. L'esprit d'Emma s'emballa. Ou peut-être qu'ils ne sont jamais vraiment divorcés. Peut-être qu'elle était là depuis le début, placée pour attendre le bon moment. Marguerite consulta de nouveaux fichiers. Catherine a bien déposé une demande de divorce il y a 7 ans, finalisée 6 mois plus tard, juste avant d'être embauchée chez vous. Mais regardez, l'adresse sur les papiers est une simple boîte postale. Pas de partage de biens,
pas de mention d'enfant. Guillaume se leva lentement. Ce divorce n'a jamais existé. Ils sont toujours ensemble. Alors, dit Marguerite d'un ton grave, Catherine Moreau vous a infiltré pendant 6 ans, apprenant tout attendant l'instant parfait pour frapper. Emma serra les poings. Et c'est elle qui a enlevé Thomas. Catherine a déposé une demande de divorce il y a 7 ans, finalisée 6 mois plus tard, juste avant d'entrer dans votre société, expliqua Marguerite Prieur, le regard fixé sur l'écran. Mais regardez, l'adresse figurant sur les papiers de divorce est une simple boîte postale. Aucune mention de partage de biens, aucun enfant, rien. C'est un divorce de façade. Ils sont toujours ensemble, murmura Guillaume Harel, la voix blanche. Catherine fait partie de mon cercle le plus proche depuis 6 ans, apprenant tout attendant le bon moment. Elle a pu copier ma clé électronique depuis des mois. Emma examina les photos de l'enquête. L'une d'elles montrait la femme portant le faux badge de dos. Vous avez une photo de Catherine Guillaume, en sortit une prise lors d'une soirée d'entreprise. Catherine se tenait à côté de lui, souriante, cheveux bruns, taille moyenne, la trentaine avancée. Emma la plaça à côté du cliché de la caméra de sécurité. La silhouette, la taille, même posture, c'est elle qui a pris Thomas. Marguerite saisit son téléphone. J'appelle l'inspecteur Frémont. Il faut faire interpeller Catherine Moreau immédiatement. Soudain, la porte s'ouvrit brusquement. Marc Chen entra précipitamment livide. Guillaume, quelqu'un détourne des millions depuis 3 ans. Le conseil vient de le découvrir. Ils convoquent une réunion d'urgence. Ils veulent voter ta destitution comme PDG. Guillaume se figea. Quoi? C'est impossible. Ils ont les documents des virements bancaires, des signatures falsifiées. Tout pointe vers toi. Poursuivit Marc, passant une main dans ses cheveux. Avec les accusations d'enlèvement, le conseil te considère comme un risque pour la société. Ils veulent que tu partes. Emma observa le monde de Guillaume s'effondrer, d'abord son fils, puis sa liberté, maintenant son entreprise. Catherine et Daniel ne se contentaient pas de le piéger pour un enlèvement, ils détruisaient tout ce qu'il avait construit pièce par pièce. « Où est Catherine maintenant ?» demanda Emma d'une voix pressante. « Malade », répondit Marc confus. « Première fois, en 6 ans, qu'elle manque une journée. » Marguerite téléphone à l'oreille, fit un signe. L'inspecteur Frémont envoie des équipes à son appartement. Il veut que tu viennes déposer ta déposition au commissariat. Tandis que tout le monde s'activait, Emma remarqua un cadre posé sur la table basse, une photo de Thomas tenant un dessin avec ces mots « Au meilleur papa du monde. Je t'aime, Thomas. » Le meilleur père du monde, accusé d'avoir voulu tuer son fils. Un milliardaire anéanti par 2 personnes qui préparèrent leur vengeance depuis des années. Mais Emma savait quelque chose, les gens qui planifient si longtemps finissent toujours par commettre des erreurs. Ils deviennent trop sûrs d'eux. Ils laissent des traces. Et elle les trouverait une à une jusqu'à démêler tout le complot. Car contrairement aux adultes qui ne voyaient que le grand tableau, Emma voyait les détails, la police d'écriture erronée, du badge le procès-verbal de stationnement qui contredisait la chronologie. Quelque part dans ces détails se cachait la preuve capable de sauver Guillaume Harel. Il fallait la trouver avant que Catherine et Daniel Moreau ne passent à l'étape suivante. Le lendemain matin, un café du 9e arrondissement bourdonnait d'activité, exactement ce que Catherine Moreau recherchait: beaucoup de bruit, beaucoup de monde, des caméras de sécurité ne filmant que des foules anonymes. Elle était assise au fond de son ordinateur, affichant un tableau financier. Daniel Moreau s'installa en face d'elle, casquette basse, lunettes noires, malgré l'intérieur. « C'est risqué, marmonna-t-il. Tu avais dit aucun contact pendant l'opération. Les plans changent, répliqua Catherine froidement. Guillaume a obtenu la liberté sous caution. Et cette gamine des rues a retrouvé mon badge et témoigné. On accélère le calendrier. » Daniel serra la mâchoire.
Le badge devait disparaître avec la pluie. Peu importe. Ce qui compte, c'est la phase 3. Le conseil d'administration se réunit dans 2 heures. J'ai déposé assez de preuves de détournement de fonds pour couler Guillaume définitivement. Avec les accusations d'enlèvement, ils vont voter sa destitution. Et moi, je reviens comme le partenaire repenti pour sauver RL Immobilier, conclut Daniel avec satisfaction. Ils me confieront le contrôle. Tout. L'entreprise qu'il nous a volée. Exactement dit, Catherine la voix glaciale. Mais il y a un contretemps, cette avocate Marguerite Prieur, et la fille, elle fouille. Elles finiront par trouver le lien entre nous. Même le faux divorce, tôt ou tard. Alors on accélère tout. Phase 3. Aujourd'hui, phase 4 demain. Daniel fronça les sourcils. La phase 4 n'est pas prête. Ce n'est pas grave. On agit maintenant, ou on risque d'être découvert. Catherine fit glisser une enveloppe vers lui. Tes documents, les preuves de ta découverte du détournement, ton discours larmoyant sur ton ancien associé que tu regardais de loin en espérant qu'il change. Joue bien ton rôle et ce soir, tu seras PDG par intérim. Daniel prit l'enveloppe hésitant. Et le petit garçon? Utiliser un enfant, ça ne m'a jamais plu. L'enfant va bien, coupa Catherine sèchement. Effrayé, certes, mais vivant. Et son traumatisme, c'est la faute de Guillaume, pas la nôtre. S'il n'avait pas volé notre entreprise, rien de tout cela n'aurait été nécessaire. Il a 6 ans, Catherine. Il s'en remettra, mais tout de même. Les yeux de Catherine étaient de glace. Ne faiblis pas maintenant. Nous sommes allés trop loin. 8 ans à faire semblant d'être sa fidèle employée pendant qu'il se pavanait en s'attribuant nos idées, dit-elle avec amertume. Et 8 ans à ruminer la vengeance au lieu d'aller de l'avant, répondit Daniel doucement. Le visage de Catherine s'empourpra. C'est toi, il y a 8 ans, qui es venu me voir en pleurant la trahison de Guillaume. C'est toi qui as dit qu'il devait payer. Ne te défile pas maintenant. Je ne me défile pas. Je me demande juste si à force nous ne sommes pas devenus les monstres que nous accusions Guillaume d'être. Guillaume est le monstre. Souviens-toi, il t'a fait expulser par la sécurité. Il a détruit ta réputation, plus personne ne t'a embauché pendant 3 ans. Le visage de Daniel se durcit. Tu as raison, je m'en souviens, et il va payer. Bien. Maintenant, va préparer ton discours pour le conseil. Sois convaincant, c'est notre fin de partie. Ils quittèrent le café séparément. Peu après le téléphone de Catherine vibra un message de Rachel. Guillaume vient de partir pour le commissariat. Le bureau est vide. Catherine sourit. Parfait. Elle appela un taxi. Direction l'autorité des marchés financiers, s'il vous plaît. 1 heure plus tard, elle entrait dans le hall du bâtiment et s'adressa à la réceptionniste. Je souhaite signaler une fraude financière. J'ai des preuves que Guillaume Harel manipule les cours et ment à ses investisseurs. La réceptionniste écarquilla les yeux en voyant le dossier volumineux qu'elle posait sur le comptoir. Je vais prévenir un inspecteur. Pouvez-vous patienter? J'ai tout mon temps, répondit Catherine avec un sourire. Pendant ce temps, au commissariat de Paris, l'inspecteur Marc Frémont montrait à Emma Guillaume Harel et Marguerite Prieur les résultats de la perquisition menée dans l'appartement de Catherine. Complètement vidé, annonça-t-il en affichant les photos. Plus un objet personnel. Le propriétaire affirme qu'elle a donné son préavis il y a 2 semaines. Elle préparait sa fuite. Et regardez ce qu'on a trouvé dans la bouche d'aération. Frémont fit apparaître une autre image. Un téléphone prépayé. Message entre Catherine et un numéro inconnu, coordonnant l'enlèvement de Thomas. Voyez celui-ci daté de 3 jours avant les faits. Clé copiée, emploi du temps confirmé. École identifiée, point faible validé. Feu vert mardi,
S'assurer que la fille le trouve. Maximum de publicité. Ils voulaient que l'affaire devienne publique, souffla Guillaume. Une destruction totale de ma réputation. Mais ils ont commis une erreur, dit Emma doucement. Tous la regardèrent. Ils ont écrit « S'assurer que la fille le trouve ». Comment pouvait-il savoir qu'une fillette sans abri serait exactement à cet endroit, à ce moment précis? Frémont fronça les sourcils. « Tu as raison, Emma. Depuis combien de temps utilises-tu ce coin de rue? » Environ 3 semaines. C'est un bon endroit, il y a du passage. Marguerite eut un frisson. Quelqu'un t'observait. Il connaissait si ta routine. Il savait que tu y serais et que tu réagirais si tu entendais un enfant. Emma, tu n'étais pas un hasard. Tu faisais partie de leur plan. La pièce sembla se refroidir d'un coup. Emma sentit la chair de poule lui courir sur les bras. Elle pensait avoir été au bon endroit au bon moment, mais en réalité, il l'avait utilisée. Sa gentillesse était devenue une arme. « Ce n'est pas tout », ajouta Frémont gravement. « Nous avons localisé le téléphone inconnu. Il a été repéré presque chaque jour ces 3 dernières semaines près du coin où Emma mendiait. Le jour de l'enlèvement, il se trouvait près de l'école Saint-Michel, puis près du bureau de Guillaume pendant ses réunions, et enfin tout près de ce commissariat, quand Emma a témoigné. « Ils nous surveillent encore », dit Guillaume d'une voix tendue. « Daniel Moreau est ici à Paris, et il suit toute l'enquête », conclut Marguerite en serrant son téléphone. « Je vais demander une protection pour Emma. Et pour toi aussi, Guillaume. » Mais Emma restait fixée sur le message. S'assurer que la fille le trouve. Quelque chose la gênait. Pourquoi ce lieu précis? Si leur but était la publicité maximale, pourquoi cet endroit-là, murmura-t-elle? Frémont ouvrit un plan. Avenue des Champs-Élysées et rue de Berry, directement en face du siège du journal Le Monde. Les yeux de Marguerite s'écarquillèrent. Tous les grands reporters passent par là. Ils voulaient que des journalistes voient dans l'arrestation, dit Guillaume d'une voix brisée. Des photos, des vidéos, des directs. Tout était chorégraphié. Emma pensa à Catherine Moreau, ce fantôme qui planait sur tout. Une femme ayant passé 6 ans à feindre la loyauté, à préparer la destruction, allant jusqu'à enlever un enfant de 6 ans pour faire souffrir son père. Et maintenant, demanda Emma. Frémont referma son ordinateur. Maintenant, on lance des mandats d'arrêt contre les Moreau. On alerte les aéroports, les gares, les frontières. On gèle leurs avoirs et on espère qu'ils feront une erreur avant la phase 4. À 12 rue de là, Daniel Moreau se tenait devant le conseil d'administration de Harl Immobilier, essuyant de fausses larmes en livrant sa révélation soigneusement préparée sur les crimes de Guillaume. Et autour de la grande table de bois verni, les directeurs hochaient lentement la tête. La phase 3 était en marche. La phase 4, la destruction finale, n'était plus qu'à 24 heures. La salle du conseil était tendue. 12 administrateurs, visages graves. Guillaume se tenait au bout de la table, flanqué de Marguerite, tandis que Mark Chen restait silencieux dans un coin. « Mesdames, Messieurs », commença Robert Chen, président du conseil, « nous sommes réunis pour examiner des accusations sérieuses contre notre PDG. Monsieur Daniel Moreau, veuillez présenter vos conclusions. » Daniel se leva, l'air faussement hésitant. « C'est la chose la plus difficile que j'ai jamais eu à faire. Guillaume et moi avons fondé cette société il y a 12 ans. Il était comme un frère pour moi. Mais je ne peux plus me taire. Depuis 6 mois, j'ai relevé des irrégularités financières, de l'argent détourné vers des comptes offshore, des signatures falsifiées, des manipulations boursières. » Il posa un dossier sur la table. 3 millions d'euros détournés sur 3 ans, tout indique Guillaume. Guillaume frappa la table du poing. « C'est un coup monté. Daniel, tout vient de toi et de Catherine. Catherine Moreau. » Daniel prit un air interloqué. «
Mon ex-femme. Je ne lui ai pas parlé depuis des années. Guillaume, je comprends ton stress avec les accusations d'enlèvement, mais ces documents sont réels. L'enlèvement fait partie de ton plan de vengeance, cria Guillaume. Vous préparez ça depuis 8 ans. Monsieur Harel, contenez-vous, intervint Robert Chen. Daniel continuait. J'aimerais pouvoir dire que Guillaume est innocent, reprit Daniel d'un ton grave, mais les preuves sont accablantes. Associée aux accusations criminelles concernant son fils, elle prouve que Harel Immobilier a besoin d'une nouvelle direction. Pour nos actionnaires, nos employés, notre réputation. Marguerite se leva brusquement. Monsieur le Président, mon client est victime d'un complot élaboré. Nous avons des preuves que Catherine Moreau, qui n'est autre que l'ex-épouse, ou plutôt la pseudo-ex-épouse de Daniel, sabote M. Harel depuis des années. Avez-vous des preuves concrètes de ce complot? Demanda Robert Chen. Nous rassemblons notre dossier. La police enquête. La police enquête sur Guillaume, pas sur moi, coupa Daniel. Je ne suis qu'un ancien associé inquiet pour l'entreprise que nous avons bâtie. Les murmures se propagèrent autour de la table. Au fond de la salle, Emma observait les rouages de son esprit d'enfant, tournant à toute allure. Quelque chose que Daniel venait de dire sonnait faux. « Monsieur Moreau, dit-elle soudain, vous avez affirmé, enquêté sur les irrégularités depuis 6 mois, mais vous avez quitté la société il y a 8 ans. Comment pouvez-vous suivre quoi que ce soit? » Les yeux de Daniel vacillèrent un éclair de reconnaissance, puis de calcul. J'ai encore des amis. Ici, des gens loyaux. Ils ont remarqué des anomalies et m'en ont parlé. Quels sont leurs noms? Insista Emma. Je ne peux pas révéler mes sources. Ils perdraient leur emploi. Comme c'est commode, répliqua froidement Marguerite. Robert Chen se leva. J'en ai entendu assez. Tous ceux qui sont pour la destitution de Guillaume Harel en tant que PDG, levez la main. 8 mains se dressèrent. Motion adoptée. Daniel Moreau, en tant que cofondateur et actionnaire majoritaire, vous êtes nommé PDG intérimaire avec effet immédiat. Le visage de Guillaume se décomposa. Vous ne pouvez pas faire ça. La sécurité va vous raccompagner hors du bâtiment, monsieur Harel. Vous n'êtes plus le bienvenu ici, déclara froidement Robert Chen, tandis que les gardes emmenaient Guillaume. Daniel Moreau croisa le regard d'Emma. Son expression n'était pas triomphante. Elle semblait empreinte de regret, presque de remords. Puis il détourna les yeux. Dehors, Guillaume s'effondra contre la voiture de Marguerite Prieur. Ils m'ont tout pris, mon entreprise, mon fils, ma réputation. Il ne me reste rien. Il vous reste la vérité, dit fermement Emma, et on va la prouver. Mais au fond d'elle, une question brûlait. Comment combattre un ennemi toujours 3 coups d'avance? Cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel que Marguerite lui avait trouvée, Emma ne parvint pas à dormir. Elle revoyait sans cesse le visage de Daniel pendant la réunion, cette lueur de regret qui ne collait pas avec un plan de vengeance parfait. À 2 heures du matin, elle abandonna le sommeil et alluma la télévision. Les journaux continuaient à parler de la chute de Guillaume Harel. Le magnate de l'immobilier, Guillaume Harel, a été évincé de son poste de PDG aujourd'hui, à la suite de preuves croissantes de détournement de fonds et de mise en danger d'un enfant. Le téléphone prépayé que Marguerite lui avait donné vibra soudain. Un numéro inconnu. « Allô » dit Emma méfiante. Silence. Puis une voix de femme déformée par un modulateur. Emma Martin, tu es une fille intelligente, trop intelligente pour ton propre bien. Le cœur d'Emma s'emballa. Qui êtes-vous? Quelqu'un qui t'observe, quelqu'un qui sait que tu t'approches trop de la vérité. Arrête d'aider Guillaume Harel. Éloigne-toi, retourne à la rue là où tu appartiens. Pourquoi faites-vous ça? Qu'a-t-il fait pour mériter tout ça? Il a détruit des vies, des familles,
Maintenant, il paie, mais toi, tu n'as pas à payer avec lui. Pars, Emma. C'est ton seul avertissement. La ligne se coupa net. Emma appela aussitôt Marguerite, qui arriva 20 minutes plus tard, accompagnée de l'inspecteur Frémont. « On trace l'appel », dit Frémont en examinant le téléphone. Mais c'était sûrement un portable jetable, déjà détruit sans doute. Il leva les yeux vers Emma. « Tu es en danger. »« En vrai danger. Ces gens préparent leur coup depuis des années. Ils ne laisseront pas une fillette de 7 ans ruiner leur plan final. »« Je ne recule pas, » répondit Emma d'une voix obstinée. Marguerite s'agenouilla à sa hauteur. « Emma, tu n'as pas à porter ça. On peut te mettre en sécurité te cacher. »« Non, Thomas n'a que 6 ans et il croit que son père a voulu le tuer. Monsieur Harel a tout perdu à cause de leurs mensonges. Je suis la seule à avoir vu clair depuis le début. Je dois aller jusqu'au bout. » Frémont et Marguerite échangèrent un regard. Enfin, l'inspecteur hocha la tête. « D'accord, mais tu seras sous protection rapprochée 24 heures sur 24. » Le lendemain matin, Marguerite secoua Emma d'un geste pressé. « Allume la télévision vite. » Emma prit la télécommande. Le bandeau d'actualité lui glaça le sang. Fuite anonyme. Les comptes de Harel Immobilier révéla des millions d'euros de transactions suspectes. À l'écran, Daniel Moreau apparaissait l'air bouleversé. C'est le cœur brisé que je confirme l'authenticité de ces documents. Guillaume Harel a systématiquement volé son entreprise, nos investisseurs et même les fonds de retraite de nos employés. La police économique et la justice sont désormais saisies. « Non, non, non », murmura Emma. « Tout est faux. Ils fabriquent les preuves, mais le mal était fait. » À midi, des agents fédéraux perquisitionnaient le penthouse de Guillaume. Le soir, de nouvelles accusations tombaient fraude bancaire, fraude boursière, blanchiment d'argent. La liberté surveillée de Guillaume fut révoquée. Il fut transféré à la maison d'arrêt de la santé en détention provisoire. Emma vit sa vie s'effondrer sous ses yeux. Catherine et Daniel ne se contentaient plus de le détruire, ils l'effaçaient. Bientôt, personne ne se souviendrait du bâtisseur de tours de verre, seulement du criminel. « Il nous faut quelque chose », dit Emma d'une voix tremblante à Marguerite. « Une preuve qu'ils travaillent ensemble. »« J'essaie », répondit l'avocate épuisée. Mais ils ont effacé toutes les traces. Le faux divorce paraît authentique. Aucun lien visible, pas de compte commun, pas de propriété partagée. Rien. Emma réfléchit. Et avant le divorce, ils étaient mariés. Il doit bien rester des traces. Le regard de Marguerite s'éclaira. « Tu as raison. Je vais vérifier leurs anciennes déclarations fiscales, leurs biens conjoints. » Elle se mit à taper furieusement. 1 heure plus tard, elle se redressa. « Regarde ça, il y a 7 ans, juste avant le divorce, Catherine et Daniel ont acheté ensemble une maison de campagne en Normandie. Propriété commune, et elle n'apparaît nulle part dans le jugement de divorce. »« Parce qu'ils n'ont jamais divisé leurs biens, » s'exclama Emma. « Ils ont tout gardé et caché. S'ils possèdent toujours cette maison, c'est notre preuve. » Marguerite saisit ses clés. « On doit aller vérifier ce soir. Je viens avec vous, dit Emma. « Absolument pas, c'est trop dangereux. » Mais le regard déterminé de la fillette la fit hésiter. C'était ce même regard qui un jour l'avait poussée à ouvrir le coffre d'une voiture quand tout le monde détournait le regard. Le trajet jusqu'à la Normandie dura 3 heures à travers des routes sombres et sinueuses. Marguerite conduisait un détective privé nommé Jake à ses côtés. Emma, installée à l'arrière, avait pour ordre strict de ne pas quitter la voiture. Vers minuit, la maison apparut isolée, entourée de forêts, une seule lampe allumée à la fenêtre. « Quelqu'un est là », chuchota Jake, en sortant son appareil photo équipé d'un téléobjectif. À travers la vitre, ils virent 2 silhouettes. Catherine Moreau et Daniel Moreau, très proches, manifestement pas divorcés,
penché sur une table couverte de dossiers. L'appareil cliqueta plusieurs fois. « Parfait », murmura Jake. « Des preuves claires, qu'ils sont toujours ensemble, qu'ils travaillent main dans la main. » « On doit entendre ce qu'ils disent », chuchota Emma depuis la banquette arrière. « Trop risqué », répondit Marguerite Prieur. « Nous avons déjà les photos, c'est suffisant. » Mais Emma avait déjà ouvert la portière. Elle glissa hors de la voiture, se faufilant dans l'obscurité des bois. Des années à survivre dans la rue lui avaient appris à devenir invisible. Emma siffla Marguerite, mais la fillette avait disparu. Emma s'approcha de la cabane et s'accroupit sous la fenêtre. À travers le carreau entrouvert, les voix portaient distinctement. Catherine Moreau parlait avec une satisfaction glacée. « La phase 4 est prête. Demain matin, Victoire Harrell déposera la demande de garde exclusive de Thomas en affirmant que Guillaume, à cause de ses crimes, est un père indigne. Le juge l'accordera aussitôt, vu les charges. Guillaume perdra son fils pour toujours. » La voix de Daniel Moreau lasse. Et ensuite, tout sera terminé. Guillaume Harrell n'aura plus rien, ni entreprise, ni liberté, ni famille. Tout ce qu'il nous a volé repris. Justice Catherine. Ou vengeance. Daniel se leva nerveux. Parfois, je me demande si nous valons mieux que lui. N'y pense même pas, cracha Catherine. N'ose pas le plaindre maintenant. Souviens-toi comment il t'a humilié, comment il a ruiné ta carrière. Souviens-toi de ces 6 années où j'ai dû infiltrer son entreprise. Lui sourire, l'admirer, pendant qu'il s'appropriait nos idées. Je m'en souviens, murmura Daniel. Mais je me souviens aussi du visage de ce petit garçon quand nous l'avons pris à l'école. Nous avons traumatisé un enfant Catherine, un enfant qui se remettra. Pas comme les vies que Guillaume a détruites. Elle posa ses mains sur les épaules de Daniel. Ne faiblis pas maintenant. Encore un jour et tout sera fini. Emma avait entendu assez. Elle recula prudemment et marcha sur une branche. Crac, le son résonna dans la nuit. « C'était quoi ça ?» s'écria Catherine. Emma s'élança. Elle entendit la porte claquer derrière elle, des pas dans la forêt. « Trouvez-la !» hurla Catherine. Emma courait à toute vitesse, zigzagant entre les arbres, sa petite taille lui donnant l'avantage. La voiture l'attendait moteur allumé. Jake ouvrit la portière arrière. Emma se jeta à l'intérieur au moment où Catherine surgissait du bois. Leurs regards se croisèrent, un éclair figé, la fillette sans abri et la femme qui avait tout orchestré. Puis Marguerite appuya sur l'accélérateur et la voiture s'enfonça sur la route sombre de Normandie. « Tu as tout enregistré ?» demanda Marguerite haletante. Emma brandit son téléphone toujours en train de filmer. À l'arrière, serrant l'appareil contre elle, la fillette esquissa un sourire. Catherine Moreau venait de commettre l'erreur fatale, sous-estimer une enfant de 7 ans. Mais le jeu n'était pas terminé. La phase 4 était prévue pour le lendemain matin. Il leur restait moins de 12 heures pour empêcher Victoire Harrell de prendre Tom. Et Catherine savait désormais qu'on l'avait démasquée. Elle serait dangereuse, désespérée, prête à tout. À 4 heures du matin, l'inspecteur Frémont écouta l'enregistrement 3 fois, le visage de plus en plus sombre. À la maison d'arrêt de la santé, Guillaume ignorait encore que la preuve de son innocence commençait enfin à émerger. « C'est bon, dit Frémont, prudemment mais pas suffisant pour des poursuites. » Il n'avoue nomma clairement l'enlèvement. Un bon avocat pourrait prétendre qu'ils évoquent des hypothèses. « Mais ils admettent qu'ils sont toujours ensemble, » protesta Marguerite. « Le faux divorce est une affaire civile. »« Pas pénale, » répondit Frémont. « On peut prouver la fraude peut-être, mais ça n'efface pas les preuves d'escroquerie financière ni les accusations d'enlèvement. » Il se massa les tempes. Il nous faut qu'un des deux craque qu'il témoigne contre l'autre. Emma pensa à Daniel, à son visage lors du conseil, à sa question justice ou vengeance. Daniel, dit-elle doucement. Il doute.
Je l'ai vu. Il n'est plus aussi convaincu qu'elle. Tu penses qu'à quoi? Demanda Frémont. Et si on lui proposait un marché immunité totale contre un témoignage complet contre Catherine? Il dit tout, et il s'en sort libre. Jamais il n'acceptera, objecta Marguerite. Peut-être que si, coupa Emma. Il est fatigué. Catherine mène cette vengeance. Daniel l'a suivi parce qu'il était brisé, mais 8 ans ont passé. Peut-être qu'il ne veut plus être ce genre d'homme. Frémont réfléchit. C'est risqué. S'il refuse et prévient Catherine, ils détruiront les preuves et disparaîtront. Alors il nous faut un levier, conclut Marguerite. Quelque chose qui le pousse à coopérer. Emma regarda son téléphone. Nous avons la preuve de la phase 4, la prise de garde définitive de Thomas. Si on dit à Daniel qu'on diffusera cet enregistrement à l'audience, Victoire perdra la garde aussi pour complicité. Thomas finira en foyer. À moins que Daniel fasse ce qu'il faut, ajouta Marguerite. Alors Thomas pourra retourner auprès de Guillaume. C'était un pari, mais le seul possible. 6 heures plus tard, Daniel Moreau était assis dans une salle d'interrogatoire, face à Frémont, Marguerite et Emma, derrière la vitre sans teint. Il avait l'air épuisé. Frémont posa le téléphone d'Emma sur la table et lança l'enregistrement. Le visage de Daniel pâlit, à mesure qu'il entendait sa propre voix, sa remise en question, les réponses glaciales de Catherine. Quand la lecture s'arrêta, il resta muet. « Cette maison, en Normandie, est toujours en copropriété, dit Frémont. Jamais mentionnée dans votre divorce. Nous avons des photos de vous, 2 ensemble, et cet enregistrement prouvant une conspiration active. Nous avons assez pour vous inculper tous les 2 d'enlèvement mis en danger d'enfants fraude et bien d'autres crimes. » Daniel demeura silencieux. « Mais nous vous offrons une chance, » reprit Marguerite. « Témoignez contre Catherine. Dites toute la vérité, l'enlèvement, le détournement, tout. Nous recommanderons l'immunité. Vous sortirez libre. » « Et si je refuse ?» demanda Daniel d'une voix éteinte. « Alors vous passerez les 20 prochaines années en prison, aux côtés de Guillaume Harel, l'homme que vous détestiez, tant que vous avez brisé la vie d'un enfant pour le punir. » Daniel leva les yeux vers son reflet dans la vitre. Derrière Emma, observait chaque mouvement de son visage, chaque hésitation, espérant y lire le moment où il choisirait enfin la vérité. « Vous voulez savoir ce que Guillaume m'a fait ?» finit par dire Daniel Moreau, la voix rauque. « Il y a 8 ans, j'étais son associé. 50-50. Nous avons bâti Harel Immobilier à partir de rien. Mais Guillaume était ambitieux, trop ambitieux. Il a commencé à m'écarter des décisions, à s'attribuer tout le mérite de nos projets. Quand je l'ai confronté, il m'a proposé de racheter mes parts pour la moitié de leur valeur. Alors vous avez intenté un procès, dit Frémont. Oui. Et j'ai perdu. Guillaume avait de meilleurs avocats, de meilleures relations. Le juge a statué en sa faveur. J'ai dû vendre pour une bouchée de pain, tandis qu'il devenait milliardaire avec mes idées et mon travail. Les poings de Daniel se crispèrent. Pendant 3 ans, je n'ai pas trouvé de travail. Ma réputation était détruite. Mon mariage se désagrégeait. Et puis Catherine est venue à vous, murmura Emma derrière la vitre même s'il ne pouvait pas l'entendre. Et puis Catherine est venue à moi, répéta Daniel comme s'il lisait dans ses pensées. C'était ma femme, ma partenaire. Elle m'a dit que nous méritions vengeance, que Guillaume devait payer. Elle a promis d'infiltrer son entreprise, de connaître ses faiblesses et qu'un jour nous le détruirions. Il leva les yeux vers Frémont. Au départ, c'était financier. On voulait seulement reprendre ce qu'il nous avait volé. Mais Catherine, elle est allée plus loin. L'enlèvement de Thomas, c'était son idée. J'ai dit non au début. Elle m'a convaincu que c'était la seule façon de vraiment le briser. « Et maintenant ?» demanda Marguerite. La voix de Daniel trembla. Maintenant, un garçon de 6 ans est traumatisé, terrifié par son propre père. Une fillette sans abri a été mise en danger,
et un homme innocent croupi en prison pour des crimes que j'ai aidé à fabriquer. » Il regarda la vitre sans savoir qu'Emma l'observait. Catherine avait raison. Sur un point, nous sommes devenus des monstres. Frémont s'appuya contre le dossier de sa chaise. Alors, Daniel encore de la vengeance ou la rédemption. Daniel Moreau, l'homme à l'origine de tout ce cauchemar, enfouit son visage dans ses mains. Quand il releva la tête, ses yeux étaient humides. « Je vais témoigner. Je dirai tout. Mais j'ai une condition. »« Vous n'êtes pas en position d'en poser, » répliqua Frémont. « S'il vous plaît, » supplia Daniel. « Laissez-moi dire la vérité à Thomas. Laissez-moi m'excuser auprès de ce petit garçon. Il mérite de l'entendre de ma bouche, pas de le lire dans un rapport de police des années plus tard. » Emma, derrière la vitre, vit cet homme brisé, celui qui avait causé tant de souffrance, enfin choisir de faire le bien. C'était le grand renversement qu'elle attendait, le méchant, qui décidait d'être humain à nouveau. « Très bien dit Frémont, après un long silence. Vous parlerez à Thomas, mais après votre déposition et la signature de l'accord d'immunité. » Durant 4 heures, Daniel Moreau déballa tout le faux divorce, les 6 ans d'infiltration, la copie de la clé électronique, le faux badge scolaire, le montage financier, le faux rapport boursier. Chaque pièce du puzzle sortit enfin de l'ombre. À la fin, il y avait assez de preuves pour innocenter Guillaume Harel et envoyer Catherine Moreau derrière les barreaux pour des décennies. « Où est Catherine maintenant ?» demanda Frémont. Daniel consulta son téléphone. Au tribunal. Victoire Harel doit déposer sa requête de garde exclusive de Thomas à 9 heures. Catherine voulait assister à la chute finale. Un sourire froid étira les lèvres de Frémont. Alors, ne la faisons pas attendre. Tribunal judiciaire de Paris, Chambre des affaires familiales, 8h47. Victoire Harel était assise près de son avocate élégante dans un tailleur de créatrice. En face, la chaise de Guillaume restait vide. Il était toujours en détention, incapable d'assister à sa propre audience. Catherine Moreau patientait dans le public, lunettes noires sur le nez, savourant la scène. Juge Pauline Helley entra dans la salle. « Nous sommes ici pour statuer sur une demande urgente de modification de garde. Madame Harel, vous demandez la garde exclusive de Thomas Harel en raison des accusations criminelles pesant sur votre ex-mari. »« Oui, madame. » La juge répondit, l'avocate de Victoire. « Monsieur Harel fait face à plusieurs chefs d'accusation graves, dont la mise en danger de l'enfant au centre de cette affaire. Il est actuellement incarcéré. Notre cliente estime que Thomas est en danger immédiat et demande la garde complète sans droit de visite pour le père. » « Bien. Et où est l'avocate de Monsieur Harel? » Les portes du tribunal s'ouvrirent brusquement. Marguerite Prieur entra d'un pas décidé, suivie de l'inspecteur Frémont Emma, et à la stupeur générale, Daniel Moreau lui-même. Catherine se redressa à moitié, le visage vidé de couleur. Daniel que, Madame la juge annonça, « Marguerite, je représente Monsieur Guillaume Harel. Et j'apporte des éléments nouveaux qui vont tout changer dans cette affaire. » « Mademoiselle Prieur, » dit la juge en fronçant les sourcils. « Votre client est en prison. » « Comment? » « Mon client a été arrêté à tort sur la base de fausses preuves fabriquées par Catherine Moreau et Daniel Moreau dans le cadre d'une conspiration de 8 ans visant à détruire sa vie. » « Et M. Moreau confirme tout cela, » ajouta Frémont. La salle éclata dans un vacarme. Victoire écarquilla les yeux perdus. Catherine recula, cherchant la sortie. « Huissier, fermez les portes », ordonna la juge Helley. « Madame Moreau, asseyez-vous. Personne ne quitte cette salle. » Les regards de Catherine et Daniel se croisèrent. « Espèce de traître, siffla-t-elle. Tu m'as trahi? » « Non, répondit Daniel calmement. J'ai cessé de me trahir moi-même. » Frémont s'avança.
Madame la juge, nous avons des aveux enregistrés, des preuves documentaires et le témoignage sous serment de M. Moreau, prouvant que Catherine Moreau, avec son aide, a enlevé Thomas Harrell pour faire accuser Guillaume. Ils ont aussi falsifié des rapports financiers et déposé de faux dossiers auprès de la commission des marchés. L'expression de la juge devint orageuse. Huissier placé Madame Moreau en état d'arrestation immédiatement. Les policiers s'avancèrent. Mais Catherine bondit. Pas vers la porte, vers Emma. « Tout est de ta faute », hurla-t-elle en agrippant le bras de la fillette. « Sale petite idiote, tu as tout gâché. » Mais Emma avait survécu des mois dans les rues de Paris. Elle était petite, mais rapide. Elle se laissa tomber, se tordit brusquement hors de l'emprise de Catherine Moreau, qui trébucha droit dans les bras de 2 policiers. « Catherine Moreau, vous êtes en état d'arrestation pour enlèvement, association de malfaiteurs fraude et une douzaine d'autres chefs d'accusation, » déclara l'inspecteur Frémont en lui passant les menottes. « Vous avez le droit de garder le silence. »« Je ne garderai pas le silence, » hurla Catherine en se débattant. « Guillaume Harrell nous a détruits. Il méritait tout ce qu'on lui a fait. » Tout sa voix résonna dans le couloir jusqu'à ce qu'une porte se referme violemment. La salle d'audience resta figée muette. Enfin, la juge Haley prit la parole. « Maître prieur, j'ordonne la libération immédiate de M. Guillaume Harrell et l'abandon de toutes les charges. Quant à la requête d'urgence de Mme Harrell pour la garde exclusive, elle est rejetée. »« Mais je ne savais rien, » protesta Victoire Harrell. « Je jure que j'ignorais tout de Catherine. » « Dans mon bureau, tout de suite, » coupa la juge d'un ton sévère. « Le reste du monde dehors. » Le marteau tomba sec comme un coup de tonnerre. Dans le couloir, Emma s'assit sur un banc soudain vidé. Marguerite s'installa à côté d'elle. « Tu l'as fait, » murmura-t-elle. « Tu l'as sauvé. » Une fillette sans abri venait de démanteler une conspiration criminelle élaborée pendant 8 ans. À travers la fenêtre du palais de justice, Emma regarda la voiture de police s'éloigner avec Catherine Moreau à l'arrière. « Je voulais juste aider Thomas. Il avait peur. »« Tu as aidé bien plus que lui, » répondit doucement Marguerite. « Tu as aidé tout le monde. » 1 heure plus tard, Guillaume Harrell sortit de la prison de la Santé, clignant des yeux sous la lumière du matin. Marguerite et Emma l'attendaient. Entre elles se tenait Thomas, que la police avait ramené de chez sa mère. Le père et le fils se fixèrent. Les yeux de l'enfant s'embuèrent. « Papa, Thomas. » Guillaume tomba à genoux et ouvrit les bras. « Je suis désolé, mon fils. Je suis tellement désolé que tu aies eu peur. Mais je te promets que jamais, jamais, je ne te ferai de mal. »« Je sais, papa, » répondit Thomas en courant se jeter contre lui. « Monsieur Moreau m'a dit, il m'a dit qu'une méchante dame m'avait pris pas toi, que tu me cherchais tout le temps. » Par-dessus l'épaule de l'enfant Guillaume croisa le regard d'Emma. Il articula silencieusement merci. Emma hocha la tête. Son travail était accompli. Ou du moins, c'est ce qu'elle croyait. Car même si Catherine Moreau était derrière les barreaux et que Daniel Moreau avait tout avoué, il restait une dernière pièce du puzzle, celle que personne n'avait vue venir. Une révélation qui allait dévoiler la vérité sur qui était vraiment Emma Martin et pourquoi elle se trouvait précisément à ce coin de rue ce jour-là. Certaines coïncidences n'en sont pas. 3 semaines plus tard, Emma était assise dans le bureau de Marguerite, refusant chaque proposition de foyer d'accueil. « Tu as besoin d'une famille. »« Emma, » dit doucement l'avocate. « J'en avais une avant que maman disparaisse. » Elle sortit une photo écornée, une jeune femme tenant un bébé, Sarah Martin. Elle était infirmière. On a perdu notre appartement quand elle est tombée malade. Elle est partie il y a 4 mois, a dit qu'elle reviendrait. Quelque chose s'alluma dans le regard de Marguerite.
Dans quel hôpital travaillait-elle à l'hôpital Saint-Louis? Pourquoi? Les doigts de Marguerite volèrent sur le clavier, puis elle s'arrêta net. Emma, 12 ans plus tôt, ta mère a sauvé la vie de Guillaume Harel. Elle fit pivoter l'écran. Un article de 2013 montrait Guillaume alité serrant la main de Sarah Martin. Il était mourant après un accident de voiture. Ta mère a refusé d'abandonner. Elle est restée à son chevet 16 heures d'affilée. Sans elle, il serait mort. Emma trembla. Alors, quand j'ai sauvé Thomas, j'ai sauvé le fils de l'homme que maman avait sauvé. Exactement, souffla Marguerite. Elle chercha un autre dossier. 3 mois avant tout ça, la société de Guillaume a racheté ton immeuble. C'est à cause de cette vente que tu t'es retrouvée à la rue. Où est-elle? Demanda Emma d'une voix brisée. Où est ma mère? Une voix répondit depuis la porte du bureau, à l'hôpital Saint-Louis. C'était Guillaume Harel, tenant une photo sur son téléphone, Sarah Martin vivante, dans une chambre d'hôpital. Elle ne t'a pas abandonné, Emma. Elle avait une tumeur cérébrale, des crises. Elle avait peur de te faire du mal pendant une crise, alors elle s'est fait hospitaliser d'elle-même. Mais sans assurance, elle s'est passée entre les mailles du filet. Guillaume s'agenouilla. Je paye ses soins depuis 2 mois. La tumeur a disparu. Et elle te demande chaque jour. Je peux la voir, ma voiture t'attend. Quelques minutes plus tard, Emma franchit en courant la porte de la chambre. Maman Sarah ouvrit les bras et elles s'effondrèrent l'une contre l'autre en larmes. « Je suis désolée, mon trésor. J'étais si malade. Tu vas bien maintenant. C'est tout ce qui compte. » Guillaume s'approcha. « Bonjour, Sarah. Ma fille a retrouvé la tienne. » Sarah le regarda confuse. « Votre fille Emma a sauvé mon fils déjoué, un complot refusé d'abandonner. C'est de la famille, ça. » Il posa une enveloppe sur la table. À l'intérieur, un acte de propriété d'une maison à Montmartre. À vous libre de dette. Vous m'avez donné 12 années de vie. Laissez-moi donner à Emma un foyer. Sarah ouvrit l'enveloppe, les larmes coulant sur ses joues. « Monsieur Harel, vous m'avez rendu ma fille. C'est moi qui vous dois tout. » 3 mois plus tard, Emma entra en CE2 à l'Académie Saint-Michel. Elle vivait désormais avec sa mère, rétablie dans leur belle maison. Thomas était devenu son meilleur ami. Guillaume avait reconstruit sa réputation et créé des programmes pour protéger ses locataires. Catherine purgeait une peine de 15 ans. Daniel, bénéficiant de l'immunité, avait quitté Paris pour rejoindre une fondation de réinsertion. Un samedi ensoleillé, Emma était assise sur le perron, regardant Thomas jouer au football. Marguerite arriva pour déjeuner. Guillaume apporta des pizzas. Autour de la table avocate, hommes d'affaires infirmières et 2 enfants ayant survécu à l'obscurité partageaient un repas simple paisible. « À quoi tu penses, ma chérie ?» demanda Sarah. « Que tout est lié, » répondit Emma. Chaque geste de bonté finit toujours par revenir quand on en a le plus besoin. Sarah embrassa le front de sa fille. « C'est magnifique, mon amour. » Thomas courut vers elle. « Emma vient jouer. » Elle bondit de sa chaise. Elle n'était plus la fillette apeurée du coin de la rue. Elle était Emma Martin, la fille qui avait mis fin à une conspiration et trouvé une famille là où elle s'y attendait le moins. Elle n'oublierait jamais ce cri étouffé venu d'un coffre de voiture, celui qui avait tout commencé. Parce que parfois, les plus grandes aventures naissent d'un simple geste pour aider quelqu'un. Et parfois, ce sont les petites filles de 7 ans qui sauvent le monde.